D'aller dans la direction d'un monde écologiquement plus viable. C'est non seulement pas impossible, mais c'est très amusant. Parce que si on fait des choses comme des maisons qui ne consomment plus d'énergie électrique, mais seulement solaire, si on va vers une reforestation en grande forme dans des régions entières, il y a 1000 manières d'être vraiment soucieux de l'environnement, mais il faut s'y mettre, et pour le moment, on ne s'y met pas assez. Et puis, il y a un troisième problème, qui est très, très difficile à bien comprendre et à aborder intelligemment, c'est la montée d'un terrorisme. Dans le petit livre « Indignez-vous », nous disons il ne faut surtout pas aborder le terrorisme par la violence. Quand on dit il n'y a qu'à taper dessus, il faut bombarder les talibans, il faut conquérir l'Irak, ça ne mène à rien. Le terrorisme, il faut l'aborder par une croissance de la non-violence. La non-violence, c'est un apprentissage. Nous devons autant que possible comprendre que c'est par des moyens d'éducation, de formation des esprits, de transformation des objectifs de vie des uns et des autres, qu'on retire le tapis sous le pied du terrorisme. Mais si nous ne le faisons pas, nous risquons de voir ce déséquilibre entre les sociétés plus ou moins possédantes et ceux qui n'ont plus rien, conduire à une recrudescence d'un terrorisme quelquefois dramatique, quelquefois aveugle, et contre lequel il faut aussi réagir. Donc, pour tout dire, le petit livre, il signifie ne vous contentez pas de la situation dans laquelle vous vous trouvez, pensez aux jeunes qui ont un monde à aborder dans lequel ces problèmes doivent être résolus, donnez-leur le message qu'ils doivent avoir confiance dans leur capacité à résoudre ces problèmes et le courage de les aborder, non pas individuellement, mais collectivement, en groupes de plus en plus nombreux, capables de faire valoir ce que veulent les peuples, c'est-à-dire les citoyens responsables, et que ne comprennent pas toujours les dirigeants, que ce soit les dirigeants politiques ou les dirigeants économiques et financiers. Voilà, si vous voulez, je ne veux pas être trop long parce que je voudrais surtout que nous ayons un échange. Voilà ce qui m'apparaît comme particulièrement important en cette année 2011. Alors là, un rapide retour historique. Je suis de ceux qui ont vécu à travers le XXe siècle. Je suis né en 1917, pendant la Première Guerre mondiale, et au mois d'octobre, où venait de surgir la fameuse Révolution d'octobre, c'est octobre 1917, c'est la Révolution soviétique, j'ai donc connu des phases différentes. Et je veux en nommer pour vous rapidement 3. Quand j'ai atteint l'âge de 25 à 30 ans, ça a été la Deuxième Guerre mondiale. Mais surtout, ça a été, tout de suite après, en 1945, la mise en place de la seule institution mondiale qui a jamais été créée au cours des siècles passés. C'est l'Organisation des Nations Unies. J'ai eu la chance d'y être recruté dès ses débuts. J'y ai vécu une dizaine d'années et j'ai vu comment on a essayé de donner une base juridique et morale à la façon dont les peuples devraient vivre ensemble sur cette planète. La Charte des Nations Unies, adoptée le 24 juillet 1945 à San Francisco, est un texte qu'il faut essayer de lire de temps en temps. Il dit l'essentiel
de ce que ceux qui sont sortis de cette affreuse guerre voulaient donner comme base en matière de valeurs, d'objectifs, de liberté et de justice au peuple qui devait pouvoir réclamer à leur gouvernement l'application de ces valeurs. Quelques années plus tard, 3 ans plus tard, je participais à la rédaction de la Déclaration universelle des droits de l'homme, le seul texte international qui comporte l'adjectif universel. Et s'il y a aujourd'hui des gens qui prétendent que cette déclaration est un texte occidental, un texte qui ne vaut pas pour d'autres régions du monde, c'est de la blague, car ceux qui ont rédigé ce texte ont pris grand soin de ne penser non pas à des gouvernements, non pas même à des cultures, mais à des hommes et à des femmes qui ont des droits et qui ont besoin de liberté. Et donc c'est un texte qui est effectivement, et si vous le relisez aujourd'hui, vous le sentirez, qui est universellement valable. Pour moi, j'avais donc à l'époque 31 ans, ça a été une phase très importante de ma vie et je me suis senti porteur responsable des valeurs qui avaient été affirmées là après les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale. Eh bien, 50 ans plus tard, arrive autre chose. Pendant les 10 dernières années du XXe siècle, il y a eu, après la chute du mur de Berlin, 89, il y a eu 5 grandes conférences mondiales, convoquées d'ailleurs par les Nations Unies, l'une sur les droits de l'homme à Vienne en 93, l'une sur l'environnement à Rio de Janeiro en 1992, une autre sur les femmes à Pékin en 1994 et une autre à Copenhague sur l'intégration sociale. Tout ça était prêt et a débouché en l'an 2000 sur une réunion aux Nations Unies particulièrement importante où on a défini les 8 objectifs de développement du 3e millénaire. On ne voyait pas seulement à 10 ans près, mais à un millénaire, et on a dit, si nous voulons que ce 3e millénaire résolve les problèmes qui se posent à nous, voilà les 8 objectifs principaux. Et ces 8 objectifs, il aurait été possible de les atteindre si on n'avait pas été bloqué par un deuxième moment très grave de nos sociétés mondiales, la chute des 2 tours à Manhattan, le commencement d'une prise d'effroi de la société américaine qui a contribué à l'élection à la réélection de Bush, à la guerre de l'Irak, à la guerre de l'Afghanistan. Donc ça a été une chute et on n'a pas pu continuer à essayer de faire vivre les 8 objectifs du 3e millénaire. Heureusement, nous vivons ces jours-ci quelque chose de très stimulant pour nous tous. C'est ce qui se passe en Afrique du Nord, c'est ce qui s'est passé en Tunisie, puis en Égypte, aujourd'hui à Bahreïn, demain au Yémen, en Jordanie. C'est-à-dire que des peuples qui se sont sentis prisonniers d'une oppression dictatoriale ont dit on en a assez, on veut faire nous-mêmes les objectifs, définir nous-mêmes comment on veut être gouverné, et ça, naturellement, ça nous donne à tous un grand courage. Le fait que ce soit maintenant, non pas les dirigeants qui se concertent pour voir comment poursuivre leur direction, mais les peuples qui se révoltent pour dire voilà où nous voulons qu'on nous mène, c'est un moment très important et je considère donc que c'est le 3e moment de ma vie. Je ne suis plus capable de faire quoi que ce soit, je suis trop vieux, mais je suis encore capable d'appeler ceux qui ont encore devant eux une longue période de vie, ou même ceux qui ont devant eux une brève période de vie, à la mettre en œuvre, à la dynamiser, à la mettre au service de quelques réalités soumises là. Indignez-vous, ben oui, je dis, vous avez raison de vouloir non pas faire une nouvelle grande révolution
qui introduisent une grande idéologie nouvelle. Ça n'a pas donné les résultats voulus. Il s'agit maintenant d'être sérieux et d'apporter une réforme précise, radicale, là où on peut transformer la façon de vivre l'économie et de vivre le pouvoir politique. C'est à cela qu'il faut maintenant s'engager. À tous ceux qui me disent, à juste titre, ils ont raison, à quoi ça sert de s'indigner? Il faut agir. Une fois indigné, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous nous proposez? Je leur dis, c'est pas dans ce petit livre que vous allez trouver les réponses, mais vous allez y trouver les questions qu'il faut vous poser. Et les réponses, vous allez les trouver. Et d'ores et déjà, je recommande à tous la lecture d'un merveilleux livre que vient de publier Edgar Morin, qu'il a appelé « La Voix ». La Voix. Ça veut dire qu'il réunit dans ce livre, qui lui ne fait pas 20 pages, mais en fait 350, mais 350 belles pages qu'il est important de lire et de comprendre. Il indique comment on peut arriver à une réforme de la société, comment on peut arriver à une réforme de la vie et surtout à une réforme de la pensée. Nous avons dans cette caboche, dans ces cerveaux, nous avons des moyens d'utiliser ces cerveaux que nous n'avons pas toujours utilisés comme nous aurions dû le faire. Il y a des trésors de générosité, de goût de l'autre, de respect de l'autre, que nous avons trop souvent remplacés par un désir de compétition, de concurrence, de faire mieux que l'autre, d'être plus aidé que l'autre, d'être plus riche que l'autre,